Dans un périple enchanteur, à travers les siècles, nous plongeons aujourd'hui au cœur de la région préservée du Périgord, où les vestiges du Moyen-Âge se dressent majestueusement. Des ruelles pavées, au panorama spectaculaire, ce film vous transportera dans un univers captivant où les trois joyaux médiévaux de Rocamadour, Saint-Cirq-la-Popie et Sarlat révéleront leur splendeur éternelle. Nous nous imprégnerons de l'atmosphère envoûtante de ces cités médiévales où chaque pierre raconte une histoire. Nous vous proposons aujourd'hui un aperçu de cette magnifique contrée qui mettra en lumière ces trois villages emblématiques, incarnant à merveille l'histoire et la beauté de cette région et dessinant un tableau inoubliable de la France médiévale. Bienvenue au cœur des trésors médiévaux du Périgord, où chaque village, chaque rue, chaque pierre est un témoignage vibrant de l'histoire fascinante de la France d'antan. Perché sur une falaise surplombant un méandre du Lot, Saint-Cirq-la-Popie est un chef-d'œuvre de l'époque médiévale. Le village se reflète dans les eaux du Lot en contrebas et s'intègre de manière spectaculaire à sa falaise. Dominé par l'église fortifiée, les maisons aux toits pentus, recouverts de tuiles brunes, découvrent leur volume harmonieux au fil des ruelles pittoresques. Tout droit sorti du Moyen-Âge, ce village en partie classé monument historique se découvre à pied, comme pour mieux se laisser imprégner par la noblesse de son architecture, l'élégance de ses arcades, de ses escaliers et de ses portes fortifiées. Le bourg médiéval de Saint-Cirq-la-Popie compte pas moins de 13 monuments historiques. C'est au Moyen-Âge que se sont installées 4 différentes seigneuries, les Gourdon, les Cardaillac, les Castelnau et les Lapopie. Amoureux des belles vues, nous décidons de monter jusqu'au rocher des Lapopies. De là, on y admire un panorama à 360 degrés sur la vallée du Lot. L'eau miroite les vertes falaises et happe le regard, et de l'autre côté s'étendent les toits ocres de la cité. On y découvre l'église du village, qui a d'abord été la chapelle des seigneurs du lieu, qui avaient construit leur château à côté, les familles de Lapopie et la famille de Cardaillac. La chapelle date de la seconde moitié du XIIe siècle, suivant un axe est-ouest. La construction de l'église a commencé dans la première moitié du XVIe siècle. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques le 13 juillet 1911. Chaque recoin est un témoin des vestiges de cette époque. Ruelles pavées, façades de bois et de pierre, fenêtres trilobées.
Tous ces détails ancestraux jalonnent le village et lui confèrent un charme et une authenticité certaine. On comprend pourquoi le village de Saint-Cirq-la-Popie a charmé nombre d'artistes, comme l'écrivain André Breton, qui, en découvrant le village un soir de juin 1950, succomba à la magie de ce lieu. Il lui donna d'ailleurs une image poétique, en le comparant à une rose impossible dans la nuit. Suite à cette découverte, il fit de l'ancienne auberge des mariniers sa résidence d'été. Nous admirons la vue spectaculaire du village et flânons dans ses ruelles paisibles, tout en nous rafraîchissant avec une bonne glace. Après cette visite fascinante et reposante, nous reprenons la route en direction de Rocamadour. Arrivés, nous y découvrons un lieu majestueux, niché au cœur d'une impressionnante falaise, se déployant en une succession de niveaux. Au milieu de la falaise, le sanctuaire s'accroche comme un refuge céleste, tandis qu'au-dessus, tel un gardien vigilant, le château médiéval domine majestueusement, offrant un panorama saisissant sur le village qui s'étend en contrebas. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le pèlerinage, très modeste jusque-là, prit rapidement une grande importance. Des miracles nombreux s'y accomplissaient, au point que 126 d'entre eux ont été authentifiés, puis inscrits dans un livre en 1172. Au Moyen Âge, les foules qui se rendaient à Rocamadour venaient de tous les pays d'Europe. Bref, vous l'aurez compris, Rocamadour, c'est la citadelle de la foi. Nous commençons notre visite par le haut de la falaise et on y découvre le château, aujourd'hui résidence des chapelains. Nous décidons de monter sur les remparts qui datent du XIVe siècle, ce qui nous rappelle que le château faisait partie avant tout du système défensif du sanctuaire pendant le Moyen Âge. Sa construction date vraisemblablement du XIIIe siècle. Il s'agissait, pendant la guerre de Cent Ans, de protéger le sanctuaire et la cité depuis le haut du plateau. Et il faut reconnaître que la vue est vraiment spectaculaire. La forteresse a servi pendant les violentes guerres de religion, mais est devenue inutile à la Renaissance. Ce qui fait qu'au XVIIe siècle, elle n'est plus entretenue et tombe en ruine. Sur les conseils d'un ami, l'abbé Caillot, curé de Sainte-Geneviève à Paris, vient se reposer à Rocamadour. Très malade, il célèbre la messe dans la chapelle de Notre-Dame, que nous allons découvrir un peu plus tard, et il demande de l'aide à la Vierge Noire. Miraculeusement, il retrouve instantanément la santé, et pour la remercier, il achète la forteresse, mise en vente aux enchères par la mairie, le 11 septembre 1836, dans le but de la restaurer et d'y installer sa congrégation, les prêtres de la Miséricorde. Les travaux seront achevés en 1841. En contrebas du château, nous découvrons l'esplanade où se trouve la croix de Jérusalem, ramenée de la Terre Sainte par les pèlerins en 1887. C'est ici que les repentis, après un long et difficile pèlerinage vers Rocamadour,
se débarrassaient de leurs chaînes, espérant trouver la rédemption. Nous empruntons maintenant le chemin de la croix, dans le sens de la descente, en direction du sanctuaire. Il a été aménagé au XIXe siècle et il est jalonné de 14 stations qui retracent les différentes étapes du martyre du Christ avant sa crucifixion. Sa 14e station représente la mise au tombeau de Jésus-Christ. Lors du parcours, on découvre par exemple le moment où Jésus est dépouillé de ses vêtements, ses chutes sous le poids de la croix, le corps de Jésus descendu de la croix, ainsi que les moments poignants de réconfort qu'il donne aux femmes de Jérusalem qui pleurent pour lui, et ce, en dépit de sa propre souffrance. La présence des croix de granit, marquant chaque station, ajoute à la solennité de l'expérience. Certains diront que le chemin de croix est bien plus qu'une simple marche, que c'est une expérience spirituelle profonde qui permet aux pèlerins de revivre et de méditer sur les événements cruciaux de la Passion du Christ, tout en se connectant avec la nature environnante et en puisant dans leur propre foi et dévotion. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que ce parcours est un incontournable de Rocamadour et que l'atmosphère de recueillement et de méditation est renforcée par le caractère pittoresque et la vue panoramique sur la vallée de l'Alzou. Nous arrivons au début du chemin, devant la porte Saint-Martial, marquant la sortie du sanctuaire vers le chemin de croix. Nous passons ensuite par un couloir qui nous mène au cœur de l'impressionnant sanctuaire. La basilique Saint-Sauveur domine l'ensemble et offre un premier aperçu de la grandeur spirituelle de ce lieu millénaire. Un parvis, délimité par 7 chapelles, s'ouvre devant nous. Nous entrons dans la chapelle Notre-Dame, où se dresse majestueusement la statue de la Vierge Noire, source de nombreux miracles. Autour d'elle, les pèlerins déposent leurs prières et leurs supplications, témoignant de leur foi inébranlable. Les rescapés de naufrages en mer y déposaient des maquettes de bateaux, et les infirmes et malades guéris y suspendaient leurs béquilles. On lui prête le pouvoir d'annoncer les miracles des naufragés ayant invoqué la Vierge Noire de Rocamadour. On découvre aussi la superbe peinture extérieure du XIIe siècle au-dessus de la chapelle Saint-Michel, représentant l'Annonciation et la Visitation. À travers ces édifices sacrés, la basilique et les 7 chapelles, nous sommes transportés dans un univers de spiritualité et de dévotion où chaque pierre semble imprégnée d'histoire et de foi. Rocamadour est riche en légendes et récits mythiques qui ajoutent une dimension mystique à son histoire. Les plus célèbres étant la légende de Saint Amadour, qui raconte qu'en 1166, les moines, en creusant, découvrent par hasard une tombe avec un corps parfaitement conservé sans aucune décomposition corporelle. La légende de la Vierge Noire, qui, d'après le livre des miracles de 1172, accomplit des miracles, des guérisons, et sauve même les marins.
C'est pour elle et autour d'elle que fut construit le sanctuaire. La légende de l'épée du Randal, qui raconte que Roland, chevalier de Charlemagne, qui luttait avec ses hommes contre les Sarrasins dans les Pyrénées, fut blessé, et ne souhaitant pas que son épée tombe aux mains de l'ennemi, il appela l'archange Michel à son secours, et jeta son épée, qui vint se planter dans le rocher de Notre-Dame de Rocamadour. La légende des 7 étoiles, symbolisant les 7 chapelles, qui raconte que 7 étoiles auraient brillé au-dessus de Rocamadour, guidant les pèlerins vers le sanctuaire. Ces légendes ajoutent une dimension mystique à l'histoire de Rocamadour et contribuent à son attrait en tant que lieu de pèlerinage et de visite touristique. Nous terminons notre visite en nous rendant dans la cité médiévale et empruntons le fameux grand escalier que les pèlerins montaient à genoux. Au fil de l'ascension, à chaque marche, ils méditaient et récitaient des prières. Bien plus qu'une démarche spirituelle, c'était pour eux une ascension vers la grâce divine. On découvre une cité médiévale aux ruelles tortueuses qui est gardée par une série de portes fortifiées. En son cœur, on trouve la place principale, autrefois animée par les marchés et les festivités locales. Aujourd'hui, cet espace est un lieu de rencontre et de détente, bordé de restaurants, de boutiques d'artisanat et de terrasses ensoleillées où nous pouvons profiter de l'ambiance conviviale. Comme nous avons triché pour le début de notre visite en partant du sommet de la falaise, nous revenons en empruntant l'ascenseur incliné construit en 1989. Nous prenons maintenant la direction de Sarlat-la-Canéda, une ville chargée d'histoire et de charme qui possède un ensemble urbain médiéval parmi les plus denses du monde. Nous passons par la rue de la République avant de nous engouffrer dans ces pittoresques ruelles. C'est un site touristique majeur renommé, datant essentiellement de la période médiévale et du début de la Renaissance, du XIIIe au XVIe siècle. Son centre-ville s'est construit et développé autour de son abbaye bénédictine d'origine carolingienne. D'une grande homogénéité, elle est composée d'un lacis de ruelles pittoresques, de placettes ombragées, bordées d'hôtels particuliers au toit de lauze, dont les plus célèbres sont la Maison de la Boétie, l'Hôtel du Barry, l'Hôtel de Savignac ou encore le Présidial. Nous découvrons maintenant la majestueuse cathédrale Saint-Sacerdos, symbole de la grandeur religieuse de Sarlat au Moyen-Âge. Elle aurait été créée dans la première moitié du IXe siècle par Pépin, roi d'Aquitaine. À sa construction carolingienne succéda un édifice roman, dont ne subsiste que le clocher datant du XIIe siècle, qui est la partie la plus ancienne de l'édifice. Réutilisant certaines parties romanes de l'ancienne abbatiale, le style général de la cathédrale est gothique, d'inspiration nordique. À l'intérieur, on y découvre un orgue datant de 1752. Derrière le chevet de la cathédrale se trouve la lanterne des morts, probablement construite dans le dernier tiers du XIIe siècle, vers 1180, dans le cimetière Saint-Benoît.
Despite the distance, I'm right here with you. Despite the distance, I'm right here with you. Juste à côté se trouve le centre névralgique de la ville, la place de la Liberté, bordée de terrasses, qui est le siège du marché où se vendent les spécialités de la région, foie gras, truffes, figues et noix. Avec ses ruelles médiévales et son architecture préservée, Sarlat est bien plus qu'une simple ville historique. C'est également un lieu prisé par l'industrie cinématographique pour son atmosphère unique et son décor pittoresque. De nombreux réalisateurs ont choisi la ville comme toile de fond pour leurs films, capturant ainsi la magie de cet endroit chargé d'histoire. Parmi les films tournés à Sarlat, on peut citer Le Miracle des loups et Le Bossu, mettant en vedette Jean Marais, La fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau, Les Misérables avec Lino Ventura, Fanfan la Tulipe avec Vincent Pérez, et Le Chocolat avec Johnny Depp. Ces films ont exploité les décors authentiques de Sarlat pour recréer des ambiances médiévales et historiques, profitant du charme des ruelles pavées, des maisons à colombages et des églises de la ville. Les réalisateurs sont attirés pour son architecture préservée qui offre un cadre idéal pour les films se déroulant à différentes époques, des histoires médiévales au drame historique. Ainsi, Sarlat continue d'inspirer les cinéastes du monde entier qui trouvent dans cette ville une source d'inspiration inépuisable pour leurs œuvres cinématographiques. La nuit tombe et nous profitons de l'ambiance animée de la ville pour une dernière balade sous les étoiles, imprégnant nos souvenirs de l'effervescence et du charme envoûtant de Sarlat. Au terme de notre voyage à travers le temps et les paysages enchanteurs du Périgord, de Saint-Cirque-la-Popie, perché tel un balcon sur la vallée du Lot, à la verticalité mystique de Rocamadour, jusqu'aux ruelles pavées et aux façades dorées de Sarlat, chaque étape de notre périple a été une rencontre avec la beauté intemporelle et la poésie des siècles passés. Puissent ces lieux d'exception rester éternellement gravés dans nos cœurs, comme autant de souvenirs précieux, nous rappelant la magie et la splendeur de ces endroits où le temps semble s'être arrêté pour nous permettre de rêver et de nous émerveiller. Nous vous invitons vraiment à vous laisser envoûter par la beauté de l'histoire captivante du Périgord. À bientôt pour de nouvelles découvertes.